La joie de l'amour vécu dans les familles chrétiennes, c'est la joie de l'Église en même temps. Disait le pape François dans sa lettre apostolique Amoris Laetitia, publiée en 2016. Il insistait sur l'importance de l'amour. Et plus loin, dans les domaines littéraires, Alfred de Musset dira « On ne badine pas avec l'amour ». Et Ovide Naso, à son tour, va écrire un roman pas de moindre, L'art d'aimer. Et nous allons recevoir sur votre plateau, ou notre plateau, un intervenant, un ovidien, c'est-à-dire un disciple d'Ovide, qu'on appelait en latin Ovidius Publius Naso. Pour ceux qui ont fait le latin philo, comprennent, c'est un grand auteur qui s'est intéressé à la grande question sur l'amour. Comment aimer, qui aimer, pourquoi aimer et pourquoi nous nourrissons. L'amour, osons en parler. C'est les nouveaux titres d'un auteur, écrivain, talentueux, jeune, mais ambitieux. Lui, c'est Abel Bokassa. Monsieur Abel, bonjour. Bonjour Samuel, bonjour à tous ceux qui nous suivent à l'instant. Dans notre magazine, nous allons développer ou décrypter votre nouvelle œuvre littéraire, L'amour, j'ose en parler, paru aux éditions Callure. Depuis fin 2022, vous avez posé cette grande question, l'amour, j'ose en parler. Vous utilisez l'euphémisme, j'ose en parler. Parce qu'en amour, jusque-là, des grands poètes n'ont pas encore trouvé des solutions. Pourquoi on s'aime, on n'a pas de réponse précise. Chacun aime à sa manière et souvent, on n'a pas de raison pour lesquelles nous aimons telle ou telle autre femme. Mais d'abord, la première question. Le paradigme amour, quelle est votre perception de l'amour? De quoi s'agit-il? De quel type d'amour parlez-vous? Amour agapé, l'amour fraternel, l'amour scientifique, l'amour pour la nature, l'amour familial, l'amour sororal. De quel amour s'agit-il? C'est vrai, je me rends maintenant compte qu'il y a plusieurs sortes d'amour, il y a cette pluralité évidemment, mais je pense que l'amour dont je parle dans le livre, c'est l'amour sentimental, j'ai envie de le dire, oui. C'est-à-dire l'amour qu'on puisse avoir entre conjugal. Voilà, conjugal c'est un peu trop... donc sentimental. Bien sûr sentimental, c'est-à-dire l'amour qu'un garçon peut porter pour une fille, tout comme une fille pour un garçon. C'est un amour assez hétérosexuel évidemment. Ah, ok. Alors cet amour amour naissant, qu'on ressent pour un être de sexe opposé. Alors c'est de cet amour que... Et quelles ont été vos motivations? Pourquoi avoir choisi d'aborder une telle thématique alors qu'il y en a autant? Êtes-vous un grand amoureux vous-même? Je suis un grand amoureux, heureusement. Bien sûr, je pense qu'il y a eu beaucoup d'auteurs qui ont parlé de l'amour. Chacun y est allé par son commentaire, etc. Et moi, qu'est-ce qui me motive à écrire ce livre? Je pense qu'à un certain moment, j'avais beaucoup été abordé par des jeunes, mes amis, etc., qui voulaient un peu savoir ce que j'en pensais, qui venaient me poser des questions sur leurs difficultés à l'amour, etc. Et avec ça, je me suis dit, mais comment m'en débarrasser finalement? C'est un concept mal perçu, voilà, compris. Mais avant, d'abord, c'était comme si c'était une consultation. Il y a des gens qui venaient me consulter et par après... Ce n'était pas une manière de vous pousser à dire non, mais finalement vous traînez trop, vous devez aussi vous confirmer dans ce domaine-là. Non, ils venaient juste prendre conseil, si vous voulez. Ils venaient prendre conseil, mais après je me dis, je me pose un peu de questions, mais qu'est-ce qu'ils voient en moi pour qu'ils se fient à mes conseils? C'est alors j'ai dit, pourquoi ne pas produire carrément un petit livre, comme ça, où je vais donner mes considérations sur les grandes questions qui m'ont été posées. C'est alors que j'ai produit ce livre-là, j'ai mis la question et puis j'ai essayé de, bien sûr, d'y répondre. Pensez-vous avoir donné réponse à toutes leurs préoccupations? Pas toujours, non. Pas toujours. Parfois, j'ai posé la question ensemble avec eux. Peut-être j'ai essayé de frôler la réponse,
où j'ai mis dans le livre pour dire mais pourquoi ne pas tout de suite s'intéresser sur cette question-là, peut-être qu'elle est plus intéressante. Et peut-être c'est aussi ça qui est bien avec le livre, c'est qu'un livre ne cherche pas seulement à donner des réponses à certaines questions, mais parfois à en poser. Et même téléspectateurs, nous sommes avec M. Abel qui nous parle de l'amour, de son livre qu'il a pu sortir, L'amour, j'ose en parler. Je note, je précise qu'il est un directeur chargé de relations publiques à l'Institut français de Lubumbashi, un critique littéraire, en même temps animateur des émissions littéraires. Donc c'est un homme de culture bien complet. Alors, M. Abel, vous parlez de l'amour, il y a un film auquel vous avez fait référence, Love Don't Cost a Thing. Vous mettez en exergue l'amour et la relation. Et lequel des deux doit grandir? Là, c'est l'amour ou c'est la relation qui doit grandir? C'est quoi qui précède l'autre? Alors, dans ma réflexion, je pense que c'est la relation qui doit grandir avec tous les conseils possibles et tout ce qu'il puisse y avoir, n'est-ce pas, pour que ça grandisse, et que l'amour, je pose cela, et que l'amour doit rester éternellement enfant. C'est-à-dire, il doit se comporter comme se comporterait un enfant, c'est-à-dire naïf, insouciant. Voilà, donc c'est vraiment ce que j'ai posé. Un abandon total. Un abandon total. Quand on aime, on s'abandonne totalement à l'aveuglette. Le monde est un peu... Non, la naïveté dans se dire, il faut épargner... Il faut garder la confiance. Bien sûr, mais il faut se laisser aller en quelque sorte, mais écarter un peu la raison dans ce sens-là. Donc y aller un peu mollo. Quand on aime, on cesse de réfléchir. En d'autres termes. Alors la question posée comme ça, elle est articulée un peu comme un reproche. Non, on ne cesse pas de réfléchir, évidemment. Mais bon, je pense qu'il faut se laisser... on s'aime sans trop de soucis. Oui, au caprice de l'amour. Tiens, alors ce qui doit grandir, c'est la relation. Autrement dit, la relation précède l'amour. Bien sûr. Commencez par votre conseil, si je vous comprends bien. Vous proposez une amitié qui doit culminer sur un amour durable. Si vous commencez par tisser l'amitié avec une personne sur qui vous avez, ou sur laquelle vous avez des projets d'avenir, construire un foyer, vous procédez par l'amitié, et de cette amitié découlera ça peut être une relation, en fait un amour solide. Ça peut être une des interprétations, mais quand je dis que l'amour doit grandir et non pas la relation, en fait, l'amour doit rester enfant et que la relation doit grandir. Je sais que dans la relation, évidemment, là, nous sommes dans un point de vue tout à fait conjugal. Donc ici, vous êtes en train de parler de l'amour au niveau des fiançailles ou bien au niveau de... De l'amour d'abord, avant, sans engagement officiel. Oui, sans toutes ces considérations-là. En fait. Vivre juste l'amour, je pense qu'on peut vivre juste l'amour sans encore dire fiançailles, sans encore dire mariage, etc. Donc je suis encore dans cet amour-là. Au stade embryonnaire. Bien sûr. D'essai-erreur. Voilà. Donc je suis dans cet amour-là, je ne suis pas encore en train de considérer le cadre mariage, le cadre, etc. Donc je ne le mets pas dans le cadre, juste l'amour comme ça qu'on peut vivre. Alors c'est la relation qu'on doit développer. La relation, évidemment. La développer sous quelle facette? La relation, là, c'est quand on commence maintenant, notamment à aller vers le fiançailles, à aller vers, n'est-ce pas, le mariage. Là, je pense que c'est là que la relation conjugale commence à s'étisser, à se construire. C'est là que cette relation doit grandir. Et je ne suis pas... je peux vous décevoir, je ne suis pas assez expérimenté pour vous dire, bon voilà, comment faire grandir. Je sais qu'en amour, il n'y a pas de routes toutes tracées ou des voies toutes tracées à suivre. Chacun y va à sa manière ou comme il l'entend, c'est pourvu qu'on arrive à un vrai bonheur, ainsi de suite. Alors pour y arriver, vous pensez qu'il faut, selon Mazou, Sassen, l'amour c'est un besoin et le reste ne constitue qu'une envie. Voilà, je pense qu'il faut que le besoin s'exprime en fait, le besoin d'aimer. À un certain moment, vous
sentez qu'il y a ce besoin-là. Vous avez besoin qu'on vous aime, vous avez besoin d'aimer à votre tour. Je pense que ce besoin doit s'exprimer pour s'élancer. Vous partagez le même avis qu'Hassan qui déclare ça, c'est votre avis. L'avis qu'il donne, c'est que l'amour, c'est d'abord le besoin. Et puis, d'abord le besoin, les autres les autres éléments. J'ai encore des envies, en fait. Et là, j'ai aimé cette phrase parce qu'elle est assez profonde. Et elle dit tout. C'est que l'amour, c'est vraiment un besoin. Or, le besoin, on l'a perpétuellement. Or, une envie peut être assouvie et tout de suite, on passe à autre chose. Voilà. Donc, moi, j'ai essayé évidemment de m'atteler sur ce qui est durable, ce qui est perpétuel. Or, l'amour, c'est durable. À la 21e page de votre livre, vous parlez, ça je note, c'est moi qui précise, ambivalence amoureuse, c'est-à-dire un cœur pour deux. Est-ce possible d'aimer deux ou plusieurs cœurs en même temps? C'est le cas de la polygamie et de la polyandrie. En mettant en exergue cette question, un cœur pour deux, vous insurgez contre les polygames ou les polyandres? Alors le mot il est fort, mais je pense que d'une manière ou d'une autre, ils peuvent se sentir visés. Je suis en train, évidemment, cette ambivalence qui est là, c'est que parfois on est trompé à se dire qu'on a plus d'amour pour aimer la terre entière en quelque sorte. Don Juan le disait encore. Mais tout moi je dis, bien sûr, nous avons un cœur, un seul cœur pour aimer un autre cœur. Donc juste une seule personne. Mais bien sûr, on peut être trompé à l'idée que bon voilà, on a plus d'amour à partager. C'est-à-dire que c'est la femme de la voisine qui est la meilleure que la mienne. Il y a beaucoup de considérations peut-être traditionnelles, entre mille guillemets, qui viennent aussi peut-être se déverser dans l'amour. Mais bon, moi je m'arrête seulement sur le fait qu'il y a un seul cœur pour un autre cœur et que les autres c'est beaucoup plus détaillé. En d'autres termes, ce que vous conseillez à nos téléspectateurs, c'est que l'humain, l'être humain est fait pour aimer une seule personne. Le reste là, c'est les fruits des envies charnelles qu'on doit assouvir et après revenir à sa femme. Parce que beaucoup se trompent. Ils disent non, finalement là où je suis allé, ma femme est mieux que celle que j'ai pu rencontrer ailleurs. C'est ça, on ne peut pas aimer deux cœurs en réalité. Le reste n'est que l'un. Heureusement, mon cher Samuel, vous avez bien dit, c'est que nous avons juste ces envies-là de croire en fait que l'autre est la meilleure. Or, on a aimé, on aime une seule personne, on peut courir, on peut beaucoup courir, etc. On finira toujours à un certain moment par s'arrêter pour se dire que finalement, je n'aime que celui-ci ou bien je n'aime que celle-ci. Donc, évidemment, on se trompe d'adresse. On se trompe souvent d'adresse. Et combien sont devenus malheureux tout simplement parce qu'ils ont fait ce faux pas-là. On va y revenir, on va parler du premier pas. Comment effectuer les premiers pas et vous allez nous donner des explications adaptées pour qu'on soit de vrais parents à langue ou de vrais amoureux en d'autres termes. Je ne la cherchais pas quand je l'ai rencontrée. S'agit-il du hasard de l'amour, c'est-à-dire l'amour c'est un fait du hasard, ou c'est un destin insondable de la rencontre? On peut... J'ai toujours... Les gens qu'on rencontre, ou la femme qu'on doit rencontrer, l'âme sœur qu'on doit rencontrer, c'est les fruits du hasard. Oui, je pense que c'est vraiment le là, vous recourez à Nina, qui est votre personnage tant chouchouté dans... Bien sûr, qui est slameuse d'ailleurs. Une slameuse que... vous appréciez beaucoup. Que le personnage. Oui, le personnage que vous avez pris en personnage, c'est pas une actrice principale ou personnage principal de votre chronique, parce que c'est un ouvrage qui traite un peu de tout. C'est un mélange des genres, il y a de la poésie dedans, de la romance, il y a des lettres, il y a de la correspondance, des reflets épistolaires. C'est un forme, tout mélange des genres. Alors moi, j'ose même les qualifier de chronique. C'est une chronique poétique pour moi. Parce que heureusement encore, vous avez dit pour vous. Donc pour ça, je précise, pour moi, c'est une chronique, ainsi de suite. Bien, alors je disais plutôt le destin, Lina, et que vous avez rencontré sans le vouloir, l'amour.
le fruit du hasard ou un destin insondable qui arrive parce que c'est voulu. Voulu par qui? Alors, les théologiens appellent voulu par Dieu. Bien sûr, je suis d'avis, du même avis que c'est voulu par Dieu, parce que c'est Dieu qui fait le destin, c'est Dieu qui dispose tout. Je pense que c'est encore soit Platon ou Aristote qui disait le moteur. Donc derrière là, il y a un moteur qui a mis tout en œuvre pour que finalement qu'on se rencontre. Mais pour nous les humains, ça doit être un hasard en fait. Donc on ne s'attend pas à trouver un amour véritable comme on se pointerait devant une banque pour aller retirer de l'argent. L'amour c'est un accident. Heureusement c'est un accident qui fait du bien finalement. Un accident heureux. C'est un accident heureux, c'est un bon coup de poing qui nous tombe sur la gueule en quelque sorte. Alors destin ainsi de suite, mais quand ça arrive, quelle prédisposition prendre? Ça arrive, je pense que on peut tomber sur la bonne ou la mauvaise personne. On doit être prédisposé à rencontrer l'amour. C'est que, et là je mets souvent en garde ces jeunes-là et tout le monde en fait, qui sont peut-être à la quête de l'amour véritable, etc. Mais ils se laissent corrompre par beaucoup des commentaires, tout de suite de gens qui vous disent non, le vrai amour n'existe pas, etc. Donc, les candidatons. Voilà. Et du coup, ils y vont, ils s'élancent avec l'idée qu'il n'y a pas de vrai amour. Mais je pense qu'il faut être dans des prédispositions assez positives, de se dire que l'amour vrai existe et que je peux le rencontrer. Dans une fille, être soi-même. Bien sûr. Pour aimer. Être vrai. Et puis, ne pas aimer sur base du candidaton. Oui. Ça signifie accueillir l'amour tel que vous le concevez vous-même. Voilà. Plutôt tel que la société voudrait qu'il soit. Oui. Donc, je pense qu'on ne devrait pas imposer, par exemple, moi je ne peux pas vous imposer ma manière d'aimer. Vous ne pouvez pas m'imposer votre manière d'aimer. Parce que mais attention, l'Afrique traditionnelle imposait, on pouvait vous transférer une fille du village pour que vous puissiez l'épouser. Alors vous condamnez de telles pratiques. Alors on dit non, c'est une fille que nous avons beaucoup aimée, nous connaissons sa famille, et puis nous voulons vous la recommander à vos amours. Mais nous savons tous où ces gens... Et la conséquence directe ou le retombée de tel mariage, c'était solide parce que c'est choisi par les parents. Et actuellement, quand nous je pense pas, ça n'a pas toujours été solide, parce qu'à chaque fois qu'on se butait à une difficulté, on rejetait la faute sur l'autre. Or, l'amour, on devrait en être acteur, on devrait se dire, si c'est arrivé, j'en suis responsable. J'assume en fait ce qui est arrivé, au lieu de dire, c'est parce que mes parents me l'ont imposé dans ce sens-là. Bon, bien sûr, des pratiques traditionnelles, il y a à condamner fortement et peut-être à relaxer aussi. Dans votre ouvrage, vous parlez du premier pas. Comment effectuer ce premier pas pour qu'il ne puisse pas déranger l'autre? Ça signifie marquer le premier pas en amour, dire je t'aime, et puis ça paye. Le premier pas, je pense qu'on devrait faire et qui soit assez juste, c'est d'être vrai et de penser que l'autre qui va venir en fait ne sera pas parfait et que si l'autre vous aime pour ce que vous êtes, il sait que vous piquez des crises de colère, il vous arrive parfois de divaguer, etc. Mais il vous aime pour ça, il va continuer à vous aimer. Donc, s'aimer pour de vrai, en d'autres termes, c'est considérer les limites et les qualités de l'autre. Bien sûr. Et puis faire abstraction aux défauts, en l'aidant à améliorer ses défauts, etc. Je pense que c'est déjà un bon pas que l'autre nous aime pour ce qu'on est vraiment. Parce qu'après, il n'aura pas à se dire tu m'avais caché cette face, etc. Donc quand j'aime telle personne, je l'aime pour ce qu'il est, je l'aime pour ses défauts, parce que je crois que avec le temps, ses défauts vont s'améliorer pour devenir de qualité. Oui, cher Abel, c'est bien beau toutes ces propositions, mais en pratique, on se rend compte que beaucoup de couples éprouvent ces difficultés, ou beaucoup d'amants, ceux qui s'aiment dans l'ombre, sans que leurs parents ne les sachent, peut-être ceux qui
qui rôdent encore autour des garçons, des jeunes filles, ainsi de suite. Ça ne marche toujours pas. Qu'est-ce qui refroidit l'amour en réalité ou généralement? C'est une très, très grande question et bonne question. Je ne dis pas que les autres n'ont pas été là. C'est que, qu'est-ce qui refroidit l'amour? C'est vraiment un feu, Ovid le dit, je le cite encore, c'est un feu qu'il faut absolument entretenir. Mais comment entretenir? C'est qu'on a remarqué que ça commence par un feu assez ardent, mais après, bon voilà, l'entrain, et même ça, c'est triste, même dans les mariages, pour des personnes qui se sont vraiment aimées. Et finalement, c'est causé par la routine. Ça causé par la routine. Ovide, que j'ai cité tout à l'heure, il a dit l'amour naît de l'habitude et c'est l'habitude qui les tue. C'est pour cela que j'invite tout le monde à sortir des habitudes. Voilà, à garder cet esprit d'enfance en fait. Vous voulez réactualiser l'amour, donc quand on est dans les couples, il faut réactualiser l'amour, pas par des excursions, non, peut-être poser par des nouveaux termes créés. Peut-être inciter les gens à poser la bonne, à se poser la bonne question, en fait, à poser un autre regard sur leur manière d'aimer. C'est qu'à un certain moment, vous sentez que quand vous grandissiez dans votre amour, il y avait des choses toujours qui vous faisaient plaisir. Mais parce qu'on atteint un certain âge, on juge que ça n'a plus d'importance. Alors que c'est ce qui était même, n'est-ce pas, la force, le moteur, ce qui était même le moteur, mais finalement par rapport à un certain âge, on se dit ah non, ça n'existe plus. Et par après, on est dans le mariage tout simplement parce que c'est juste le mariage, l'amour est mort depuis longtemps. Je pense qu'il y a toujours de petits gestes comme ça. Et beaucoup de couples disent qu'ils sont là, qu'ils sont ensemble juste pour garder les enfants, faire grandir les enfants. En réalité, c'est malheureux. Le feeling d'antan est c'est malheureux. Je pense que lorsque Dieu est en train de créer, il ne disait pas que parce qu'ils vont se marier, ils vont cesser de s'aimer pour déverser tout l'amour n'est-ce pas, dans leurs enfants. C'est que Dieu a fait un plan merveilleux. Les conjoints continuent à s'aimer tout en aimant leurs enfants. Ça ne veut pas dire ils ont cessé de s'aimer pour aimer leurs enfants. Non, non, ça c'est pas été le plan des dieux en tout cas, si j'ose l'interpréter. Alors comment s'aimer sincèrement, chère Belle? C'est possible de s'aimer sincèrement, humainement parlant. C'est très possible de s'aimer sincèrement. Je pense que, bien sûr, à condition qu'on respecte évidemment l'autre, qu'on respecte les lois de la nature, qu'on respecte ses engagements, bien sûr, mais au-delà de cela, que Dieu gouverne en fait tout ce que nous posons comme acte et qui nous assiste dans tout ce chemin-là. Avant peut-être de chuter avec notre entretien, parce que c'est un entretien qui tourne essentiellement autour de la romance. Nous sommes plongés de plein pied dans l'océan de la rose. Voilà pourquoi il y a des rouges par-ci par-là. Nous parlons de l'amour, l'amour au vrai sens du terme, un sujet par moment tabou mais essentiel pour la bonne marche de nos relations amoureuses. De couples, de ceux qui sont en couple, il y a pas mal de problèmes. Comment les surmonter, comment y trouver la réponse le plus rapidement possible. Il y a réfléchi, mais c'est un amour qui se trouve à un stade naissant. Alors, Ovide de Crolly, dans une de ces citations que vous avez bien voulu insérer dans votre ouvrage, parle des richesses. Les richesses sont l'aliment de la passion luxurieuse. Et donc, lui, il pense que quand on a de la richesse, ça alimente directement la passion. Et plus loin, il parle, la pauvreté n'a pas de quoi nourrir l'amour. Autrement dit, quand on est pauvre, on n'est pas enclin à aimer facilement ou sincèrement par rapport à un riche. Parce que par moment, dans les contextes actuels, les contemporains aiment difficilement un homme pauvre où les garçons aussi préfèrent aller puiser dans des familles riches. Et l'amour sans argent, l'amour avec pauvreté, quelle explication? Malheureusement, l'époque, comment déjà vient confirmer cette... c'est que Ovide avait dit encore, au IVe siècle, l'époque nous montre cela. Et qui était Ovide, je pense, pour
bien interpréter cette citation, il faut essayer de recréer le contexte. Ovide, c'était quand même un riche à l'époque de Rome, quand il était encore grand poète, etc., avant toute la misère qui lui est tombée dessus. Mais il a parlé de l'amour par rapport à sa condition aussi. Italien, de ce pouvoir romain, de l'Empire romain. Il était riche. Il était riche. Donc il a parlé de l'amour par rapport à sa condition et social. Oui, moi qui suis pauvre, j'ai pas de honte à le dire. Je suis pauvre et je parle de l'amour selon ma condition. Mais par rapport à l'époque, on a tendance à lui donner beaucoup plus raison. Parce que l'époque nous montre que les gens, quand on a l'amour, et on a plutôt des richesses, etc., on est beaucoup plus aimé. Et attention, mais c'est un faux amour. C'est un leurre, oui. C'est un leurre, en fait, c'est un faux amour. L'époque est trouble. On pense que c'est ça, mais qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a qu'un seul amour. Le véritable, évidemment, c'est qu'on peut aimer, on peut souffrir, riche ou pauvre. Alors, donc, aimer avec richesse. Maintenant, c'est les matériels qui malheureusement. Le matérialisme et cette doctrine est en train de prendre racine dans notre société. Quand on a beaucoup de matériel, il faut s'en débarrasser. Et une fille vous dit je t'aime avec vos matériels ou vos avoirs, vous dites non, ça c'est un amour des pacotis. Non, pas nécessairement. Quelqu'un qui m'aime pour de vrai. Certaines se disent, certaines filles, non, on commence par la base, c'est-à-dire on avance ensemble, on progresse ensemble. C'est un amour je pense vraiment idéal. On ne peut pas non plus c'est flageller parce qu'on est riche, on peut être riche et rencontrer le vrai amour. Juste, il faut se poser la bonne question, parce que la personne que j'aime là, m'aime-t-elle pour les richesses que j'ai ou m'aime-t-elle pour celle que je suis? Donc, ça, évidemment, il faut se poser la bonne question et chercher la vraie motivation de l'autre. Parce que tous les traits qu'elle affiche montrent qu'elle vous aime pour de vrai. Sans hypocrisie. Il y a des princes qui se sont fait, n'est-ce pas, voleurs. Il y a des princes qui se sont reconvertis en très pauvres pour voir s'ils vont rencontrer l'amour de leur vie ou pas. Je pense qu'il y a plusieurs manières de savoir, de sonder. Oui. Alors la dernière question est, qu'est-ce qu'il faut pour alimenter l'amour? Parce que l'amour idéal, comment nous pouvons les nourrir? Comment atteindre l'amour de la vie? Comment l'atteindre? Parce que beaucoup de couples le regrettent. Tout part du choix. C'est quoi la cause d'un amour qui aboutit à un désagrément ou à des querelles qui créent un parquet dans le foyer, donc dont l'homme est juge, en même temps avocat, c'est-à-dire des querelles de façon intempestive. Je pense que ces querelles-là sont dues au fait qu'on n'a pas pris suffisamment de temps pour bien comprendre certaines choses. C'est pour cela, évidemment, par l'ouvrage, j'essaie d'inviter les gens à essayer de se poser les bonnes questions. Et que ce soit l'amour dans toute sa diversité, dans toutes ses facettes, la Bible nous accompagne beaucoup par rapport à ça. La Bible en parle en fait. C'est qu'on peut aimer l'autre et la Bible essaye de vous donner tous les préceptes possibles pour une relation qui puisse aboutir, pour un amour qui puisse aboutir. Autrement dit, si vous voulez bien choisir votre partenaire de la vie, avec qui vous allez partager le reste de votre vie, il faut invoquer, faites-vous accompagner de l'Esprit de Dieu et de son esprit, qu'il vous révèle la vraie personne. Voilà. Ça arrive toujours, mais cette invocation doit être perpétuelle. Ça doit être perpétuel. C'est c'est tout un mystère. En d'autres termes, on peut conclure par là, l'amour est un mystère. L'amour est un mystère et c'est ce qui les rend de plus en plus beaux. Un mot de la fin, ça a été un bon entretien, cher Abel. Dites-nous un mot de la fin à nos téléspectateurs qui nous suivaient, autour de ces termes plutôt provocateurs, parce que des grands philosophes, des grands poètes de l'époque en ont parlé et des points n'ont jamais été placés sur les i.
On continue toujours à en parler, chacun y va à sa manière. Un petit mot de la fin par rapport à votre ouvrage. Qu'est-ce que vous demandez à nos téléspectateurs sur l'amour, concrètement, sur un amour solide, un amour stable? Parce que il s'agit d'un amour sentimental. Parce que nous sommes dans les ultimes minutes, n'est-ce pas, de cet entretien. Oui. Je pense que j'inviterai les téléspectateurs à lire le livre et aussi à bien se poser certaines questions pour prétendre aimer durablement. Parce que c'est tout ce que nous tous nous voulons, c'est qu'en aimant, qu'on soit heureux. Personne ne s'attend pas à être malheureux. Donc, lisez le livre. Je vous invite évidemment à lire le livre, mais aussi à se poser les bonnes questions. Et vous dites, ok. Et donc je remercie, si je peux tout de suite, je remercie donc les filles de Saint-Paul de nous avoir accordé cet entretien. Merci également à Samuel. Voilà, ça crée des débats, il y a encore des débats, et je suis là pour pouvoir débattre avec tout lecteur. Merci sincèrement de répondre à notre invitation, Abel. Vous l'aurez bien compris, c'est la fin de cette émission. On parlait de l'amour avec notre invité. L'amour, j'ose en parler, c'est le nouveau titre de son ouvrage que vous pouvez facilement payer, acheter, bien disponible dans les rayons de la librairie Paulina. Nous vous disons merci, vous voulez bien aimer, vous voulez un amour stable, solide. Venez trouver des suggestions, des propositions, des recommandations qui vont vous permettre d'aimer durablement, d'aimer de façon heureuse et de façon éternelle votre partenaire que vous avez choisi, que Dieu vous a placé sur votre route. Quant à moi, je vous dis merci de prêter attention à cette émission magazine, votre rubrique littéraire, culturelle, scientifique. Un livre, 1000 idées. Émission produite par les filles de Saint-Paul en complicité avec les coopérateurs Paulinia disséminés à travers la ville de Lubumbashi. Nous disons merci à Monseigneur Solochi, les superviseurs, et merci également à toute l'équipe technique de la radio-télévision Umoja, Papa Kapenda, Monsieur Gatien, et à tout le monde. Merci, à plus, ciao. Je te dirai